Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la table ronde organisée par le pôle de compétitivité mondiale Finance Innovation dans le cadre de la publication de son livre blanc sur le thème Nouveaux usages et modèles économiques pour des villes et des territoires durables, qui intervient dans le cadre de la FinTech Community. Alors, il s'agit du deuxième livre blanc de finance immobilier sur l'immobilier, de finance innovation pardon, sur l'immobilier. Il a été réalisé en partenariat avec la SBA, la Smart Building Alliance. Il a occupé pendant 9 ans, je crois, plus de 200 professionnels de l'immobilier, de la finance, du bâtiment et de l'innovation. Et il a accouché, vous le verrez, de plusieurs domaines d'innovation prioritaires, ces fameux DIP, qui, après la réflexion, imposent résolument l'action. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter notre plateau de grands choix. Béatrice Gage, vous êtes directrice recherche et innovation chez Swiss Life Asset Manager. Pierre Schoeffler, vous êtes conseiller du président La Française. Emmanuel François, vous êtes président de la SBA, la Smart Building Alliance. Bonjour. Laurent Guyot, vous représentez Ciradel, qui est une filiale d'Engie, dont vous êtes le CEO. Et puis Rémi Pacou, vous êtes le directeur marketing Building France de Schneider Electric. Alors, ma première réaction à la lecture intégrale, je dois le préciser, de ce deuxième livre blanc sur l'immobilier, c'est un constat. Un constat selon lequel il semblerait qu'on soit vraiment arrivé à un point de bascule dans l'immobilier, dans la fabrique de la ville. Et ce point de bascule, on peut dire qu'il est incarné par 3 thématiques clés qui sont autant de disruptions majeures. Ces 3 thématiques clés sont les nouveaux usages, les villes et territoires durables et bien évidemment la transformation digitale. Alors, ces 3 thématiques clés représentent 3 futurs chapitres qui restent à écrire dans la construction de la cité. Et ils entérinent en tout cas 2 faits inédits de mon point de vue. Quelque chose de relativement nouveau qui est l'irruption de l'émotion dans le champ de l'immobilier et de la relation économique des marchés. Et puis la prise de pouvoir de la fonction, de la propriété, de la fonction sur la possession. Alors, à la lecture de ce livre blanc, 2 questions se posent d'emblée. En tout cas, moi, je me les suis posées, je vais vous les poser à vous. Et si on inversait la fabrique de la ville en partant des usages, donc des usagers, et non plus des bâtiments? Et deuxième question, si la construction des villes et des territoires durables passait avant tout par la maîtrise d'usage, qui est une sémantique très utilisée aujourd'hui, versus la maîtrise d'ouvrage. Alors, avant de vous lancer sur ces questions, premier tour de table sur les nouveaux usages, et commençons avant tout par définir cette rupture civilisationnelle, ses contours et ses enjeux à l'occasion d'un premier échange. Emmanuel François, parlez-nous de cette nouvelle donne, de cette toile de fond qui représente une vraie rupture, qui consiste à partir des usages et des usagers, et dans laquelle la notion de temporalité est clé. Emmanuel. Hey. Merci pour cette invitation. Je tiens tout d'abord à remercier Joëlle Durieux, qui a mené le pôle Finance Innovation, et sans elle, nous ne serions pas là pour ce livre blanc qui est un remarquable ouvrage. Vous avez raison, on parle de rupture civilisationnelle. Il faut peser ces mots, et on est aujourd'hui à un vrai changement de modèle, un vrai changement de mode de vie. Nous ne travaillons plus aujourd'hui comme avant, on le voit bien avec le télétravail, mais ce n'est pas que le travail, c'est également le logement, c'est le commerce, c'est la santé, c'est la culture, c'est l'enseignement. On voit bien qu'en fait, toutes les activités humaines sont en train de changer sous l'impact du numérique. Et bien entendu, ces activités, elles se font dans des bâtiments, dans la ville. Donc ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, il faut repenser fondamentalement les bâtiments, la ville et l'usage qu'on en fait. Par ailleurs, nous sommes aujourd'hui confrontés à des défis majeurs. 6 défis que je qualifie tous qu'il faut approcher de manière systémique. Tout d'abord, un défi démographique, mais également un défi environnemental avec le réchauffement climatique, un défi sanitaire, comme celui qu'on vit aujourd'hui, mais pas que. C'est également toute la chaîne alimentaire, c'est également la pollution de l'air, l'eau, tout notre environnement. Ensuite, c'est un défi économique, avec une précarité de la population, une population qui est de plus en plus en précarité. On parle de 20 à 25% de la population européenne, voire mondiale, qui est en précarité. C'est également un défi identitaire, avec la perte de repères, de codes. Et enfin, un défi éthique avec l'arrivée du numérique. Et ce défi est majeur, puisqu'il s'agit en fait
à la fois de la sécurité des données, mais également de la liberté individuelle, de la sécurité des données individuelles. Aujourd'hui, il faut vraiment se poser la question, comment on mène ces mutations? Comment on mène de front toutes ces mutations? Car effectivement, on ne peut pas gérer un défi seul. C'est une approche systémique. On l'a vu avec la problématique des gilets jaunes. On s'est attaqué à la problématique environnementale et ça a créé un problème social. On ne peut pas effectivement prendre chaque défi individuellement. C'est tous les défis ensemble. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes là. Et c'est pour ça que je suis fier d'avoir été associé à ce livre blanc où on repense les bâtiments, on repense les territoires pour répondre à ces usages, ces nouveaux usages, et pour répondre surtout à ces nouveaux défis. Merci. Merci Emmanuel. Alors après ces 6 défis, effectivement, qui sont autant de challenges, Pierre Scheffler, vous évoquez, vous, à votre échelle, plus particulièrement 4 révolutions. L'économie de la donnée, l'évolution sociétale, la flexibilité et puis aussi l'apport des PropTech et du digital. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu de quelle nature sont ces 4 révolutions? Avec le micro, Pierre. Merci. Voilà, c'est ça. Oui, merci Sandra. Un des leviers puissants pour la création de la ville durable, c'est la révolution digitale. Ça nous est apparu comme un élément absolument crucial. Et cette révolution digitale, c'est 2 choses. D'abord, c'est la collecte et la mise en réseau de données massives. Et deuxièmement, c'est le déploiement d'intelligence artificielle pour traiter ces données. Cette révolution digitale, elle s'est organisée en cercles de plus en plus larges. Le premier cercle, c'est le bâtiment, la digitalisation de l'immeuble, ce qu'on appelle le smart real estate, avec l'augmentation de la connectivité, l'Internet des objets, les building operating systems, le double digital des immeubles. Évidemment, ça booste la productivité, la croissance. L'immobilier voit émerger un nouveau métier, le métier de data scientist. Le deuxième cercle, c'est la digitalisation étendue à l'utilisateur. Real estate as a service. L'accompagnement de la révolution digitale intégrant les besoins de l'usager du bâtiment. C'est l'immobilier augmenté ou l'immobilier opéré avec le co-living, le coworking, le flex office, le télétravail. Le troisième cercle, c'est la digitalisation étendue aux parties prenantes du territoire. L'optimisation des transactions immobilières par une meilleure transparence et fluidité du marché. Et le développement de technologies innovantes de financement et de propriété. Cette révolution digitale, elle est mise en œuvre par les PropTech, car en effet, l'innovation permet de développer des modèles économiques novateurs qui sont au cœur de nouvelles propositions de valeur. Les acteurs traditionnels de l'immobilier sont enracinés dans la norme. En général, ils sont peu innovants pour différents types de raisons, peut-être trop gros. Et il est vital pour eux d'organiser des partenariats avec des nouveaux acteurs agiles. On le voit aujourd'hui dans de multiples domaines, pas uniquement dans le domaine des PropTech, mais dans le domaine de la finance avec les FinTechs. Et puis, je reprendrai l'exemple de la pharmacie où, grâce à la collaboration entre Pfizer et BioNTech, nous avons accès à un vaccin. Merci Pierre pour avoir passé en revue ces 4 révolutions qui sont effectivement très structurantes. Alors Rémi Pacou, à l'échelle de Schneider Electric, comment résonne la thématique des nouveaux usages et comment vous avez réussi à l'illustrer avec un immeuble qui s'appelle Intensity? Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, notre conviction, c'est que cette révolution des usages, elle ne se fera pas par quelques ajustements, mais vraiment par des changements profonds. Et ça implique une manière différente de concevoir, de construire et de faire vivre le bâtiment. Alors concrètement, pour Schneider, ça a été sur Intensity de partir de l'usage pour définir la technologie et puis nous assurer aussi que ce bâtiment-là, il puisse être une vitrine en tant que produit un peu standardisé de ce que peut être la technologie pour qu'on puisse demain le diffuser de façon plus massive. Alors, c'est ce qu'on s'est fixé sur Grenoble il y a environ 5 ans, où on regroupait une vingtaine de sites qui étaient plutôt organisés par silos métiers et déconnectés. Et on a souhaité regrouper ces sites en 4 sites ouverts et collaboratifs pour 3 raisons principales. La première, pour l'empreinte carbone. La deuxième, pour favoriser les mobilités douces. Et puis la troisième, pour permettre à nos collaborateurs, à nos clients, à nos partenaires de venir sur des sites où on puisse stimuler la créativité, l'innovation, l'expérience et les services.
Alors, c'est un bâtiment un peu spécial puisqu'il est sur le cœur de la presqu'île de Grenoble, donc quartier assez exceptionnel. On parle de 10 000 scientifiques, de 10 000 étudiants enseignants, de 10 000 emplois industriels avec des entreprises comme ST, comme Biomérieux, comme Apple. Et ce qu'on a cherché à faire, c'est construire un bâtiment qui intègre les usages dès le départ, c'est-à-dire qui était, je dirais, travaillé autour de 3 ambitions. Un, l'humain. Donc, de se dire que finalement, on peut concevoir un bâtiment par la technique, mais il faut d'abord réfléchir à comment on va le vivre, comment on va l'habiter, et de faire que le bâtiment soit le bureau des collaborateurs, et pas que le bureau soit uniquement une table et un environnement dans le bureau. On a cherché deuxièmement à avoir un bâtiment qui soit connecté, c'est-à-dire ouvert, interopérable et qui va permettre d'aller remonter de l'information aux différents exploitants, directeurs de site pour qu'on puisse proposer de nouveaux services. Et puis enfin, toujours sur le travail autour des usages, il y a un lien fort entre l'usage et la durabilité ou l'empreinte carbone. L'efficacité énergétique est un moyen de rendre durable, mais les usages et le bon management d'usage est un moyen de rendre durable aussi. Et on cible sur ce bâtiment une performance énergétique grâce à des usages qui sont maîtrisés de 20 kWh par mètre carré par an sur les plateaux tertiaires, ce qui correspond à peu près à 2,5 fois plus bas qu'un bâtiment de basse consommation. Voilà, donc le gros challenge pour nous en tant qu'industriels, ça a été de partir de l'usage et de faire travailler des corps de métier comme l'architecture, comme l'ingénierie et comme tout l'environnement de l'écosystème grenoblois pour arriver désormais à ce bâtiment qui a été ouvert il y a 2 mois et qui constitue maintenant un exemple concret, une preuve de ce qu'on peut faire en termes de bâtiments pensés pour des usages. Merci Rémi. Alors, Laurent Bouillot, le bâtiment, le territoire, c'est aussi votre double échelle, la double échelle de Cyradiel. En tant que Smart City Planner, quelle est votre approche aussi des nouveaux usages et à quelles conditions est-on prêt à vivre dans des villes vivables, selon vous? Alors, effectivement, il y a la notion de smart territoire, smart city, quelque chose qu'on entend finalement depuis les années 2010. Et peut-être je pourrais vous faire une petite rétrospective jusqu'à aujourd'hui et surtout se projeter aussi dans le futur. Donc, effectivement, dans les années 2010, on réduisait cette notion de territoire intelligent à l'installation d'un certain nombre de capteurs pour avoir effectivement un certain nombre d'informations. Mais en réalité, très vite, on s'est rendu compte que c'était loin d'être suffisant. Nécessaire, mais loin d'être suffisant. Dans les années 2015, on peut dire qu'il y a une prise de conscience qui est de dire, avec le numérique, on peut essayer d'imaginer les choses autrement, vivre ensemble autrement, repenser les choses autrement. Mais on n'avait pas forcément encore l'ensemble des outils pour ça. Je pense que dans les années 2018-2020, ce que nous vivons actuellement, là, ça y est, on est vraiment dans l'opérationnel, où là, les gens se disent, oui, on doit faire quelque chose ensemble, mais il faut un certain nombre d'outils, de méthodes, de démarches. Et ce que l'on utilise, nous, en tant qu'on appelle Smart City Planner, c'est un certain nombre d'outils. Le premier, c'est dire, si on doit travailler tous ensemble, avec le numérique comme, je dirais, monnaie d'échange, il faut mettre en place des conventions de données pour effectivement que chacun puisse déverser en confiance de la donnée dans ce que nous appelons un jumeau numérique, un double numérique du territoire, un lieu, effectivement, un espace commun où chacun peut déverser et trouver beaucoup de données. Donc ça, c'est évidemment important, la construction de jumeaux numériques d'écosystèmes à l'échelle d'un territoire, comme on le voit aussi à l'échelle, bien sûr, d'un bâtiment. L'idée, c'est de généraliser cette approche de jumeaux numériques. Et puis, il ne faut pas oublier, aujourd'hui, nous sommes en 2020, c'est le début de la 5G. La 5G, c'est pas uniquement une capacité à plus de connectivité, mais c'est aussi des nouvelles formes de connexion entre machines, avec des capacités qui permettent d'imaginer demain voir la ville s'auto-réguler, c'est-à-dire des équipements qui auront des capacités de décision, de compréhension pour faire mieux fonctionner la ville et donc la rendre plus agréable de ce fait. Puis si on essaie de se projeter encore un petit peu plus, puisqu'on travaille notamment sur la 6G qui est attendue pour les années 2030, alors on peut se dire c'est loin, mais quand on fait de la planification, il faut se projeter un petit peu. On se rend compte que toute cette technologie va être au service d'un bien commun. Et finalement, c'est ça que je pense le message aujourd'hui, c'est dire que les nouvelles technologies de demain auront un certain nombre
de capacités supplémentaires d'intelligence artificielle, mais sans être dans une logique où on a un Big Brother pour une ville, mais des capteurs qui sont capables de prendre en compte, par exemple, les conditions météorologiques pour ajuster le taux d'arrosage d'une pelouse et bien d'autres équipements qui auraient une capacité à comprendre et à agir. Tous ces éléments font que finalement, on peut arriver à avoir un écosystème qui puisse travailler ensemble avec des outils, je dirais, disons, avec un niveau de maturité, de capacité, mais surtout, et c'est ça le plus important, c'est de donner l'espace, la capacité à ce que chacun puisse travailler ensemble. Donc, c'est un petit message que je voudrais passer ici, et notamment, on l'a vu cette année en particulier avec la notion de confinement. On a dû très vite, les uns les autres, se mettre en situation différente de vie, de travail. Et finalement, je dirais, ça a tenu, ça a fonctionné. On a réussi à faire quand même beaucoup de choses. On s'est rendu compte également qu'il fallait faire les choses de manière harmonieuse, ne pas être trop radical dans les décisions. 100% télétravail n'est pas forcément quelque chose qui permet de dire on vivra mieux de cette manière. Il faut trouver les équilibres à toutes choses. Et en tous les cas, on peut arriver à penser autrement les choses et surtout créer des relations différentes entre les différents acteurs publics et privés. Et peut-être ajouter un dernier mot sur le fait que les acteurs publics privés ont finalement le même objectif, c'est-à-dire un intérêt général qui n'est pas l'affaire que d'un service public, mais de l'ensemble d'une chaîne, y compris bien sûr les citoyens. Et c'est là effectivement que cette notion de nouveaux usages devient extrêmement intéressante. On crée des liens entre des producteurs, des organisateurs, des constructeurs et bien sûr des utilisateurs. Voilà, donc un petit panorama qui fait qu'aujourd'hui, la technologie est à même de mettre en relation l'ensemble de la chaîne et tout ceci au service des usages. On parle également, peut-être un dernier mot, on parle d'infrastructures qui sont dites intelligentes, à savoir qu'elles s'adaptent aussi aux usages et aux besoins. Merci Laurent de votre témoignage. Alors, je voudrais revenir avec Béatrice sur la notion et sur l'utilité aussi du livre blanc. Quelle est sa portée? Quelle est son ambition et à quel type d'action doit-il nous mener ce livre blanc, Béatrice Gell. Micro aussi, Béatrice. Ouais, merci beaucoup Sandra. Alors avant d'évoquer peut-être la portée, l'ambition commune du livre blanc, c'est vrai qu'on a eu un discours très militant d'Emmanuel. On a parlé de césure civilisationnelle, les défis qui ont été illustrés par Pierre, par Emmanuel. On a parlé de changements profonds là avec aussi Rémi. On a parlé du vivre ensemble, qu'on n'avait pas d'outils à l'époque et que finalement là on est en 2020 et qu'on a des outils pour faire finalement que le monde sera différent et pour faire que l'intérêt général prime et qu'on soit tout ensemble autour de la table pour faire en sorte que la ville aspire à être durable et inclusive. C'est vrai qu'il y a effectivement cette révolution des usages, cette révolution digitale qui est en fait une véritable potentiellement révolution copernicienne pour l'industrie immobilière. On a beaucoup parlé autour de la table, je crois que c'est Rémi, mais aussi Laurent, d'autorégulation, d'auto-organisation grâce à la technologie. En fait, le livre blanc, finalement, vous-même, Sandra, vous avez parlé d'une irruption de l'émotion. Le livre blanc, au-delà de cet objectif de parler de toutes ces révolutions digitales pour le bâtiment, la ville et le territoire, je dirais que c'est d'abord une aventure humaine et collective qui s'est déroulée avant, pendant et après le confinement. Donc ça, c'est la première chose. Après, la portée du livre blanc en tant que tel, je pense qu'à l'image de cette table ronde et de l'aventure humaine qu'on a tous évoquée, le livre blanc permet finalement d'avoir une approche, moi je qualifie d'holistique du bâtiment, de la ville et des territoires par l'innovation, par la technologie. Ça a bien été illustré par à la fois Rémi, mais aussi Laurent, autour des grands enjeux sociétaux. Donc, au-delà de dresser finalement l'état des lieux, le livre blanc, il permet à la fois d'encourager l'innovation, la coopération, autour de ce qu'on a appelé des domaines d'investissement prioritaires qu'on a identifiés pour développer de nouveaux projets, de nouvelles initiatives,
grâce aussi au PropTech, comme l'a évoqué Pierre. Et la collaboration de à peu près 200 professionnels de l'industrie au sens large, avec l'inclusion des PropTech, la contribution donc de 30 domaines d'intérêt prioritaires, au-delà de ceux qu'on a pilotés avec Pierre, démontre finalement une volonté de faire ensemble des gens de l'industrie, avec certes des complémentarités, mais aussi des différences de background, des différences d'expertise, des différences d'approche en termes de numérique, en termes de background technologique, de philosophie, de ce que moi j'appelle aussi de paradigme et de sensibilité, mais aussi de contraintes, parce que les contraintes des investisseurs institutionnels sont pas forcément les mêmes que celles des militants de l'économie solidaire. Mais ce dont on s'est rendu compte autour du livre blanc, c'est qu'il y avait cette volonté de faire ensemble et que grâce à l'innovation, grâce au digital, grâce à la technologie, on arrivait finalement à faire que l'horizon changeait, qu'on pouvait, grâce à cette technologie, revitaliser les territoires ou imaginer une ville plus inclusive et bien entendu éco-citoyenne. Après, c'est vrai qu'il y a l'ambition commune qui est d'inscrire finalement le bâtiment, donc c'est inscrire l'actif en tant que tel dans la ville. Donc déjà, on est dans une deuxième échelle avec une ville qui a une histoire, qui devient aussi une ville intelligente au sens de la smart city, une ville qui se nourrit des interactions multiples, numériques mais pas que, dans un système de plus en plus complexe, qui a bien entendu des contraintes, et cette ville, elle doit être durable. Et enfin, la troisième dimension, c'est le territoire, c'est encore un espace, c'est encore plus vaste que la ville, qui peut être disjoint ou pas de la ville, mais qui, grâce à l'innovation, doit pouvoir se créer son propre maillage intelligent pour irriguer, pourquoi pas, d'autres territoires et pour s'inscrire ou pas dans une complémentarité avec la ville. Et je pense que l'ambition de l'industrie immobilière dans toute sa globalité, avec tous les corps de métier et d'expertise, notre industrie doit embrasser finalement cette révolution numérique, cette transition en fonction finalement des différences d'environnement, mais aussi des besoins, avec des modes opératoires bien entendu qui sont ouverts, qui sont alternatifs, différents selon les opérateurs. Mais je pense que grâce au livre blanc, tous les acteurs du numérique, et notamment celui des PropTech, est pris en compte pour montrer que finalement, on a aujourd'hui un écosystème très vaste de l'industrie qui est finalement riche et diversifié. Et enfin, pour répondre à l'action, parce qu'il y a la théorie et la praxis, je pense que finalement, le contenu du livre blanc doit par les réflexions qui sont inclus de ce livre et les domaines d'intervention prioritaires qui ont été identifiés, nourrir un petit peu la réciprocité entre le triptyque ville, bâtiment, territoire, par une démarche d'intelligence numérique, technologique, inclusive et responsable, qui finalement devient, on le rêve un peu tous, le nouvel horizon possible. Et paradoxalement, le livre blanc n'est pas une fin, c'est un moyen, et probablement, c'est en tout cas ma conception des choses, c'est que l'action démarre probablement après le lancement symbolique de ce livre blanc aujourd'hui. Attention, on vous attend. Hein. Alors, vous avez tous évoqué dans vos discours la nécessité d'une nouvelle relation entre les majors de l'immobilier et les PropTech. Comment faut-il définir cette nouvelle relation? Est-ce qu'on est toujours dans la collaboration? Est-ce qu'on est dans la coopération? Est-ce qu'on est dans la coopétition? Parce que j'ai retrouvé ce terme plusieurs fois. Dans la constitution de nouveaux business models. Pierre Scheffler, comment vous accompagnez les PropTech dans Finance Innovation? Est-ce que vous contentez de les labelliser? Est-ce que vous les aidez, par exemple, à lever des fonds pour accélérer la croissance? Ou est-ce que vous les aidez à ouvrir un réseau? Quel est votre domaine d'action vis-à-vis de PropTech? Alors, je suis membre de l'activité Finance Innovation dans la filière immobilière depuis son début, depuis 2007. Donc, j'observe bien sûr l'évolution des PropTech depuis lors. Cette évolution des PropTech, c'est environ 70 PropTech qui ont été labellisés. Il y a très clairement une évolution vers de plus en plus de valeur ajoutée. Les premières PropTech offraient des services relativement simples, puis c'était de la collecte de données ou de la mise en relation de données assez simples. Mise en relation de données digitales à partir de différentes sources.
Et puis l'intelligence artificielle est arrivée, les algorithmes, et c'est devenu de plus en plus complexe, avec une valeur ajoutée de plus en plus forte. Donc aujourd'hui, on a un secteur qui est très mature, qui est pleinement opérationnel, qui est extrêmement productif. Ces PropTech, en fait, elles interagissent aujourd'hui avec les grands acteurs de l'immobilier de plusieurs façons. Il y a d'abord des collaborations assez étroites qui se nouent dans tous les domaines, bien sûr, avec les acteurs de l'industrie, mais on accompagne également les PropTech par la mise en relation justement de ces PropTech avec les principaux acteurs de la place. On les accompagne également par, disons, une aide à la définition de leur business model. Souvent, les PropTech viennent d'un univers différent de l'immobilier, donc on les familiarise à l'environnement immobilier, au langage, au jargon, aux besoins, évidemment, des investisseurs. Donc, on les accompagne dans leur business model. Et enfin, on les accompagne également parfois, donc outre le côté commercial et le côté business, on peut les accompagner également dans certains cas dans un accompagnement de recherche de capitaux, en les mettant en relation soit avec des investisseurs qui sont intéressés par leur technologie, soit avec des fonds. Donc c'est très large. Et puis les PropTech qui sont labellisés ont accès également à toutes les sociétés labellisées par le pôle. Et là, il y a un effet de réseau qui est extrêmement important et qui permet donc d'avoir une résonance extrêmement forte entre donc les sociétés du réseau et les PropTech. Donc nous avons là un écosystème qui est en place, qui est opérationnel, qui fonctionne bien. Le premier livre blanc sur l'immobilier qui date d'il y a 8 ans était un livre sur l'innovation dans l'immobilier. Donc on n'a pas changé de fusil d'épaule, on est toujours sur le même thème. Mais entre-temps, évidemment, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'événements, beaucoup de crises. Et puis, il y a 8 ans, l'iPhone commençait à peine à fonctionner. Donc, les business models se sont approfondis et sont devenus aujourd'hui très, très opérationnels et apportent une valeur ajoutée indéniable aux grands acteurs de l'immobilier. Merci Pierre. Alors Béatrice, on va revenir avec vous sur la coopération avec ces PropTech. Comment un investisseur assureur tel que Slime travaille-t-il avec ces sociétés, ces structures, pourquoi faire? Et puis, est-ce que la crise sanitaire a eu un impact d'accélération, par exemple, sur la collaboration entre les majors d'une part et puis les PropTech d'autre part? Alors, je dirais que Swiss Life Asset Managers, c'est un acteur pan-européen et que, étant acteur pan-européen, on a finalement une philosophie qui est qu'on ne peut pas faire tout seul d'une manière générale. Et comme on aime à dire, c'est un peu comme dans la vie, c'est assez philosophique, mais on se nourrit des autres. Et qu'en innovation, on a un peu cette philosophie-là, c'est-à-dire que même si on a un département R&D en innovation au sein de Swiss Life, l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'on est conscient qu'on a des spécificités locales, par exemple, que les innovations peuvent émerger différemment, donc au sein des équipes françaises, allemandes, suisses ou pourquoi pas britanniques, mais aussi à l'extérieur de Swiss Life sur les marchés locaux. Et finalement, c'est l'interaction entre nous et les autres qui, par un processus cumulatif, permet d'être meilleur d'un point de vue technique. On est partisan de l'adage qu'on améliore finalement la productivité technologique par l'interaction et que les rendements de cette productivité sont croissants quand on travaille en réseau. Et je pense que c'est ce qui a aussi été dit autour de la table tout à l'heure, c'est finalement une croyance forte dans l'intelligence collective par réseau qui nous fait d'une certaine manière travailler en architecture ouverte avec les PropTech et celle du pôle de finance innovation en particulier. C'est-à-dire qu'on a notre R&D et de temps en temps, on va être confronté, pourquoi pas, à une problématique. On va faire appel au pôle, ça peut aller dans ce sens-là. Mais ça peut être aussi, par exemple, que de temps en temps, on aurait identifié une PropTech qui aurait une solution très innovante et avec laquelle on aimerait travailler. Donc, c'est en fait un processus de va-et-vient. Et pourquoi pas aussi mettre des PropTech ensemble pour faire que ces PropTech collaborent ensemble. Et c'est vrai que, bon, je peux pas citer toutes les PropTech, mais par exemple, j'ai 4 PropTech en fait qui proposent des solutions innovantes.
qu'on n'utilise pas forcément, mais que par exemple, on a pu aussi recommander à d'autres investisseurs institutionnels. Il y a par exemple Ose Énergie, qui permet d'avoir une gestion de la consommation d'énergie du bâtiment à partir de capteurs et d'algorithmes. Donc, ça permet d'avoir une optimisation du fonctionnement des équipements du génie climatique en fonction des conditions climatiques. Il y a une autre PropTech qui est Citowi, qui a une solution très innovante, c'est-à-dire qu'elle a une technologie qui permet d'anticiper le vieillissement réel des bâtiments. Donc, on est sur l'anticipation et l'optimisation des coûts d'exploitation et de maintenance immobilier. Donc, c'est une solution très innovante par rapport à tout ce qui a été discuté en amont de cette table ronde sur une ville durable, par exemple. Il y a Aveltis, qui propose un contrat de garantie de charge locative sur des durées de baux avec partage de valeur en cas de performance supérieure à l'engagement. Ou alors, on serait dans un domaine totalement différent, celui par exemple de la transaction, et notamment dans la transaction sur le marché résidentiel, avec une start-up ou une PropTech qui est bien connue, qui est Omiwu, et qui, grâce à l'intelligence artificielle et au deep learning, permet une meilleure évaluation des biens sur le marché résidentiel. Et d'une certaine manière, cette PropTech participe à sa façon à la transparisation du marché en tant que tel. C'est une PropTech, oui, mais c'est une PropTech potentiellement ou probablement d'excellence, puisque aujourd'hui on sait qu'elle a signé un partenariat avec l'école polytechnique, et quand on dit ça, on a quasiment tout dit sur finalement l'excellence de cette PropTech et d'autres PropTech au sein du département finance innovation et des PropTech qui sont labellisées. Après, il y a effectivement chez Swiss Life cette volonté de démocratiser finalement ce qu'on peut observer au sein du pôle finance innovation et de porter la bonne parole à tous les acteurs de l'industrie sur justement l'émergence de ces PropTech qui peuvent être utilisés par tous les types de véhicules, les petits véhicules, les grands véhicules, petite cap, moyenne cap, big cap, des véhicules cotés, non cotés. Et l'idée, c'est que plus on est nombreux à utiliser les PropTech, et puis plus le socle en fait technologique et de best practice de l'industrie dans son ensemble, finalement grandit pour participer à la ville intelligente et durable dont on a parlé en début de table ronde. Il y a aussi cette volonté d'accompagner les PropTech, comme l'a dit Pierre, mais chez Swiss Life, on est un peu militant, notamment quand, par exemple, on travaille sur des use cases, aussi pour enrichir la proposition des PropTech. Ça, c'est intéressant, hein, c'est pas que pour nous, c'est aussi pour leur dire, bah voilà, vous pourriez aussi développer telle ou telle utilisation et aller voir nos confrères, sociétés cotées ou pas, ou par exemple, même investisseurs institutionnels que nous. On a aussi la volonté d'ouvrir des portes pour les PropTech par le carnet d'adresses, par l'accompagnement, par le fait qu'on pourrait éventuellement les aider dans une levée de fonds. Donc, il y a cette idée en fait de travailler ensemble de manière finalement vertueuse avec les PropTech. Après, sur la question d'accélération de la crise sanitaire, bah, c'est un peu le cas. C'est-à-dire qu'en général, quand on parle de révolution technologique, on est toujours dans ce côté un peu de dynamique non linéaire, et que probablement que la choc de la crise sanitaire, le choc de la crise sanitaire qu'on a connu a été le catalyseur, bien entendu, pour accélérer la tendance et aussi pour remettre en cause le modèle existant. Et bien évidemment, il y a eu un avant et un après Covid, et notamment, je pense, pour l'accélération beaucoup plus massive de l'usage des PropTech, puisque les grands acteurs ont dû trouver, grands acteurs ou plus petits, ont dû trouver des solutions, et les PropTech ont pu finalement apporter certaines solutions, mais il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer, notamment dans la levée de fonds qui est à venir. Il faut continuer à aider ces PropTech, parce que finalement, on est là en 2020, fin d'année 2020. 2021, peut-être que la levée de fonds ne sera pas aussi évidente, et on est, nous, chez Swiss Life, dans l'accompagnement de ces PropTech. Merci Béatrice. En tout cas, on a vraiment l'impression à vous écouter les uns après les autres que il y a quand même un point commun entre toutes ces PropTech et les majors de l'immobilier de la ville, c'est la donnée, la data. Alors Laurent Bouillot, j'ai envie de vous interroger un peu sur la maîtrise de la donnée et vous faire illustrer un petit peu votre propos par l'exemple de la région Île-de-France, je crois, qui a mis en place une convention de données et de partenariat, et puis sur l'exemple de Monaco avec la mise en place également d'un cloud. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces sujets-là? Oui, tout à fait. Je pense qu'en Île-de-France,
travaillons déjà depuis 2 ans et la collaboration se poursuit pour 2 années supplémentaires dans la mise en place d'une très grande plateforme de services et destinée à tous les citoyens et tous les acteurs de la région de France. En quelques chiffres, c'est une plateforme qui réunit plus de 10 000 jeux de données différents, plus de 2,5 millions de bâtiments numérisés en 3D. Et en cette fin d'année, nous en sommes déjà à plus de 25 services. On appelle des smart services. J'aimerais en citer peut-être quelques-uns. Pendant le confinement, par exemple, grâce à cette capacité à croiser plusieurs sources de données, on a pu monter une centrale d'achat en quelques jours pour pouvoir faciliter la commande de 40 millions de masques entre des PME de France et puis des fournisseurs de matériel sanitaire et de masques notamment. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que face à une situation un petit peu d'urgence, eh bien, à l'initiative de, je dirais, que ce soit une collectivité, que ce soit une entreprise, voire même des citoyens, il peut y avoir des nouveaux services qui se mettent en place. La région de France a également mis en place, avec cette plateforme, un budget participatif. Elle a dit, voilà, eh bien, écoutez, on ouvre notre plateforme, vous voyez toutes les données qu'on peut vous mettre à disposition, imaginez des nouveaux services, et nous, Région de France, nous sommes prêts à financer à hauteur de 100 millions d'euros. Et je relisais les chiffres, c'est plus de 850 dossiers qui ont été déposés à la Région de France par des citoyens, par des associations, par des groupes d'entreprises, bref, tout écosystème qui se dit, tiens, ça peut être intéressant de travailler ensemble d'une autre manière. Alors voilà, on parle effectivement souvent de services, disons comme par exemple le coworking, des choses comme ça, et ça marche très bien, c'est super. Mais là, on est les premiers surpris, finalement, se disant, on donne la possibilité aux gens d'imaginer de nouveaux services. Un dernier peut-être, par exemple, lorsque pendant le confinement, les maraîchers avaient des stocks de denrées alimentaires qui ne pouvaient plus fournir des données, des marchandises aux écoles, aux cantines des écoles. Eh bien, cette plateforme a permis de mettre en relation des associations comme les Restos du Cœur et les maraîchers et dans des circuits très courts, hein, pour dire, voilà, j'ai cette marchandise qui est disponible. Dans 3 jours, elle sera plus bonne à consommer. Et puis, voilà, simplement par cette plateforme, on arrive à identifier des personnes qui peuvent effectivement définir des nouveaux circuits. Voilà, ça, c'est des exemples extrêmement intéressants pour dire que les régions, à l'échelle d'une région, on a la taille critique pour pouvoir mettre en place des plateformes. C'est quand même la plus grande plateforme, la smart plateforme de services à l'échelle européenne. Et je dirais tous les jours, on voit effectivement des nouvelles initiatives. Aujourd'hui, on atteint, je crois, les 100 000 personnes d'utilisateurs par mois de cette plateforme. Et donc, pour réussir tout ceci, ce que j'aurais dû dire au départ, c'est que la première des choses, c'est effectivement mettre une convention de données. C'est-à-dire tout le monde peut participer, jouer ensemble, si je puis dire. Et pour ça, bien, il faut un tiers de confiance. Et donc, une collectivité peut avoir ce rôle dans le domaine du numérique, pas forcément d'être celui qui achète de la donnée et ensuite la redonner sous forme d'open data, mais d'être je vais appeler ça un gentil organisateur avec des cadres, des règles bien définies qui protègent tant les producteurs des données et qui facilitent bien sûr à chacun à être utilisateur et potentiellement à l'origine de nouveaux business models. Le partage de la donnée, on parlait de cadre juridique, il y a aussi des initiatives intéressantes à Monaco où nous construisons un jumeau numérique et nous mettons en place des plateformes qui permettent à tous les services de la principauté de travailler ensemble. Eh bien, il faut partager en confiance. Ça, c'est un élément fondamental pour tous nos territoires. Et donc, à Monaco, il y a en début d'année prochaine l'ouverture d'un cloud souverain. Donc, c'est un très, très gros travail qui permet effectivement en sécurité de partager des données ultra sensibles de fonctionnement d'une ville. Donc, on se rend compte que aujourd'hui, on a effectivement des cadres qui permettent, je dirais, de faciliter, de laisser place à tout type d'initiative et quelquefois à très grande échelle. Et on peut s'en réjouir. Merci beaucoup, Laurent. Alors, la donnée dans la ville, on parle beaucoup d'infrastructures numériques, on parle beaucoup d'intelligence artificielle aussi dans l'aménagement de la ville. Emmanuel François, de quoi sera faite la ville de demain?
Déjà, effectivement, le numérique est incontournable. Je dirais que le numérique est une opportunité aujourd'hui pour relever les défis actuels et même un cadeau pour autant qu'on l'utilise à bon escient. On va vers effectivement des bâtiments, vers un monde hyper connecté où les bâtiments, où les citoyens, où la mobilité, où les infrastructures seront connectés en temps réel et interagiront en temps réel. C'est fondamental. Pour ça, il faut de la confiance. La confiance, comme on l'a vu, ça passe par la maîtrise des données et également avoir un numérique frugal. La consommation énergétique du numérique est également au centre des débats et c'est un sujet à venir. Mais avant tout, ce qu'il faut, c'est doter les bâtiments et les territoires d'une infrastructure numérique. Une infrastructure numérique pour permettre cette connectivité qui va devenir l'autoroute des données. Et là, je dirais qu'on a un enjeu qui est court terme. Comme il y a 120 ans, on a électrifié les villes, les bâtiments, avec New York qui a été le pionnier dans son domaine. Et bien maintenant, c'est le même défi. Le même défi de porter ce numérique dans tous les bâtiments, dans toutes les villes. C'est l'enjeu des 5 prochaines années. Bien entendu, on ne va pas s'arrêter là. Il faut effectivement maîtriser la donnée. Et là, on parle d'operating system du bâtiment, d'operating system du quartier, d'operating system de la ville. C'est-à-dire un serveur ou un endroit, si vous voulez, où toutes les données vont être collectées, vont converger. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir des systèmes qui soient verticaux par service. L'énergie, l'eau, les déchets, le partage d'espace, la mobilité. Non, on doit avoir effectivement un endroit vers lequel convergent toutes les données, avec, comme l'a dit Laurent, de nouveaux métiers qui vont gérer ces données. C'est ce qu'on appelle effectivement le tiers de confiance qui va gérer ces données et qui va contractualiser avec des opérateurs de services pour opérer ces services. On va vraiment vers une hybridation de notre société et c'est également donc une hybridation des bâtiments, des territoires. C'est également une hybridation des réseaux, eau, énergie, déchets. Effectivement, aujourd'hui, on est dans une approche très centralisée. On va aller vers une approche également décentralisée. N'opposons pas les deux vont cohabiter. Et pour ça, effectivement, pour faciliter cette interaction, il faut de l'intelligence artificielle qui va pouvoir opérer et arbitrer si on est dans une application ou dans une gestion centralisée ou décentralisée. En fait, à la fin, quelle est la finalité de tout ça? Eh bien, c'est en fait d'aller vers une ville plus humaine, vers des territoires plus humains, aller vers beaucoup plus de proximité, beaucoup plus de mixité, beaucoup plus de proximité, du frugalité. C'est quelque part repenser fondamentalement la ville de demain, reconstruire la ville sur la ville. On parle aujourd'hui de ville du quart d'heure. J'ai une autre appellation, c'est de dire, j'ai un théorème qui est pour la ville, pour le milieu urbain, c'est être dans un schéma de 400 mètres, 4 km. Entre 400 mètres et 4 km, avoir toutes les activités, quasiment toutes. Et pour le rural, 4 km, 40 km. En fait, on n'est rien inventé. C'est ce qui se passait il y a 100 ou 150 ans auparavant. Et on voit bien encore aujourd'hui les bourgs et les villages. Eh bien, c'est exactement pareil. Il faut qu'on redensifie ces villages, ces bourgs. Alors, bien entendu, vous allez me dire, mais comment? Comment, si vous voulez, effectivement, ça passe par ce numérique. Enfin, je pense qu'il faut changer de modèle et de modèle économique. Sans vouloir remettre en cause le modèle de la finance, je pense qu'on peut parler aujourd'hui aussi de débutance. Alors, c'est quoi débutance? C'est un mot un peu barbare, mais en fait, c'est comment on débute des projets. Comment on débute des projets et qu'on implique tous les acteurs, particuliers, privés et publics, et qu'on se base sur de nouveaux indicateurs. Des indicateurs, bien sûr, économiques, mais également sociaux, environnementaux, et qu'on trace toutes les externalités positives. Et pour ça, c'est donc bien entendu d'avoir des repères en euros, mais également en crypto-monnaies, ce qui nécessite bien entendu d'avoir de nouvelles gouvernances autour de ces crypto-monnaies. Enfin, pour conclure, eh bien, je pense que la ville de demain,
elle va permettre aux citoyens d'être beaucoup plus impliqués, beaucoup plus informés et bien entendu beaucoup plus responsables. On a parlé tout à l'heure de ville augmentée, de territoire augmenté. Eh bien, je parle aussi de citoyens augmentés. Et je pense qu'en fait, on a une formidable opportunité aujourd'hui d'aller vers justement vers plus de citoyens augmentés, des bâtiments augmentés, des territoires augmentés. Et ça passe justement par cette gouvernance de la donnée. Et ça passe surtout par une implication citoyenne qui démarre aujourd'hui et qui est bien appliquée dans le livre blanc. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Rémi Pacou, bâtiment augmenté, territoire augmenté, comment organiser le partage de la donnée entre le bâtiment et le territoire, selon vous? Alors, bonne question. Effectivement, pour nous, le bâtiment et le territoire de demain, le bâtiment territoire augmenté, ils doivent pouvoir partager de la donnée de façon multiple. Pour nous, c'est principalement suivant deux finalités. Une finalité qui va permettre d'adresser finalement, je dirais, la valeur verte du bâtiment et du territoire, c'est-à-dire plus d'efficacité, plus d'environnement, plus de durabilité, plus d'intégration. Et puis peut-être une autre valeur qui est celle autour du service, de l'usage, que nous on appelle la valeur bleue et qui est pour nous complémentaire à la valeur verte. Alors la valeur verte, concrètement, c'est pour reprendre les mots de mes confrères, c'est du bon sens entre le bâtiment et le territoire autour de la donnée énergétique, c'est-à-dire exploiter des données pour aller vers plus de sobriété énergétique, pour aller vers plus de valorisation des énergies fatales, pour aller vers plus d'intégration des énergies renouvelables par opportunisme, mais aussi inciter les microgrids et l'autoconsommation quand c'est possible, c'est-à-dire que les citoyens se sentent aussi pleinement investis et maîtres de leur choix énergétique. Ça passe aussi par de la flexibilisation des usages énergétiques, thermiques et électriques. Et donc, tout ça, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour les citoyens, mais je pense que c'est aussi bon pour l'économie, c'est bon pour la finance, parce qu'un territoire connecté, résilient, augmenté, pourra s'adapter beaucoup mieux aux changements du futur plutôt qu'un autre. Donc, il y a un aspect autour de la valeur, je dirais, verte et de la valorisation de cette valeur sur un marché, et on le voit beaucoup avec tous les cadres de certification qui existent. On connaît bien sûr le R2S, le BREEAM, le DIN, mais encore beaucoup d'autres qui apparaissent de plus en plus actuellement. Et puis le deuxième aspect, en quelques mots, c'est la valeur bleue, et c'est celle qui est peut-être la plus révolutionnaire, qui peut paraître la plus prospective, mais qui est en fait ce qui va faire que les choses changent. Donc nous, chez Schneider et sur Intensity, encore une fois, sur ce bâtiment démonstrateur, on l'a développé au travers d'une plateforme collaborative qui s'appelle Exchange. Et pour donner une image, c'est une sorte de grand livre digital ouvert avec l'ensemble des données à la fois du bâtiment, mais aussi de l'écosystème de bâtiments du territoire grenoblois de Schneider Electric. Et en fait, ces données-là bâtimentaires sont partagées avec le public. Donc, vous comme moi pouvez aller sur Exchange, rechercher Intensity et avoir accès finalement à des jeux de données que le site met à disposition du public, des citoyens, des territoires, des startups, des industriels, des PME, de tout le monde. Donc ces données-là, on en fait ce qu'on en veut, elles sont plus cachées, elles sont plus quelque part juste, je dirais, la propriété des gens qui exploitent le bâtiment. La vision qu'on a, et il y a un certain nombre d'étapes pour y arriver, c'est de se dire, il faut que le bâtiment arrive à passer l'étape de l'ouverture de la donnée dans le territoire. Il n'y a pas grand-chose à cacher finalement. Et puis, il y a un intérêt fondamental à ouvrir cette donnée aux autres, puisque sûrement que les autres ont aussi leur mot à dire sur les bâtiments qui font partie de leur territoire, et ils ont sûrement des bonnes idées et des bonnes pratiques, qu'elles soient économiques, techniques, technologiques, citoyennes, à partager avec un bâtiment comme Intensity. Donc, ce qu'on cherche à faire autour de cette plateforme, c'est de recueillir de l'intelligence, de l'énergie au travers de la donnée par les citoyens et par tout l'écosystème du territoire pour qu'on puisse en faire un bâtiment encore plus efficace et encore plus vertueux pour les collaborateurs. Bien, écoutez, merci beaucoup à tous. Merci Béatrice, merci Pierre, merci Emmanuel, merci Laurent, merci Rémi pour cette table ronde qui était fort intéressante sur nouveaux usages et modèles économiques pour des villes et des territoires durables. Je crois qu'on a un petit peu dépassé le temps, mais le contenu le valait largement. Eh bien, voilà, je vous remercie une nouvelle fois et puis je vous dis de tout cœur à bientôt. Merci, au revoir.